Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, en association avec TV78, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg. Voici une sélection des meilleurs moments de l'émission. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois aujourd'hui Marc Botenga. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe de la gauche au Parlement européen. Vous êtes membre de la Commission de l'industrie et de la recherche et de l'énergie. Alors c'est pas la première fois que vous venez dans Zone Europe pour parler de la gestion de la crise sanitaire par l'Union européenne. À l'heure où nous enregistrons cette émission, 65% de la population de l'Union est entièrement vaccinée. Alors est-ce qu'on peut dire déjà que cette mission de vaccination est réussie ? 65%, c'est bien, je veux dire, en soi. Après, il y a des grandes inégalités au sein de l'Europe, je pense au sein de mon pays aussi. Mais ce qui, moi, m'inquiète, c'est qu'on a une situation où, mondialement, les inégalités sont absurdes. Et quand je dis absurde, en fait, c'est révoltant et c'est dangereux. Donc le British Medical Journal, qui est un journal médical prestigieux, parle même ou s'interroge sur un crime contre l'humanité. Pourquoi ? Parce que dans d'autres pays, notamment des pays à bas revenus, il y a souvent que même pas 3% de la population qui a été vaccinée. Et c'est dramatique parce que vous savez, le virus n'a pas de frontières, ne connaît pas de frontières. Plus le virus circule, plus il y a des variants. Et vous savez qu'en Europe, on ne sera pas en sécurité si demain, il y a peut-être un variant qui échappe au vaccin. Et donc, ce manque, disons, d'avoir, ou cet échec à avoir garanti un accès universel à ce vaccin, c'est aujourd'hui le problème fondamental. Alors, est-ce que la stratégie vaccinale, c'est finalement la plus efficace, ou en tout cas la stratégie vaccinale à très grande échelle, en vaccinant toutes les populations, en tout cas au niveau européen? Est-ce que c'est la plus efficace? Et est-ce que finalement, on a le droit de critiquer cette stratégie et d'avoir un autre point de vue? Est-ce qu'on est entendu quand on pense autrement? On doit forcément critiquer cette stratégie. Je veux dire, moi, je vous pointe déjà les inégalités. Et ces inégalités ne sont pas des fatalités. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui nous vient du ciel, qui nous tombe dessus. Ah ben tiens, il y a des inégalités. Non, nous savions à la base, déjà au début, qu'aucune entreprise n'aurait la capacité de produire suffisamment de vaccins pour tout le monde. Et donc, on a demandé un transfert de technologie, une ouverture du brevet, etc. Ça ne s'est pas fait. L'Union européenne est aujourd'hui, au niveau mondial, l'opposant le plus fort de cette mesure-là, donc le fait des partages des technologies et des brevets. Alors, bien sûr qu'il faut la critiquer, parce qu'en face de ça, on voit Big Pharma, donc les grandes entreprises pharmaceutiques, qui font des milliards, des dizaines de milliards de bénéfices. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'eux, ils sont en difficulté, qu'il faut aider les entreprises. Non, il faudrait aujourd'hui, en pandémie, garantir la santé publique. Évidemment, ça vient avec toute une série d'autres mesures qui doivent être prises par rapport aux soins de santé primaires, par rapport à la prévention, par rapport à l'éducation à la santé, etc. Donc, ce n'est pas que la stratégie vaccinale qui est importante, mais qui a un angle mort très fort, qui est celui du manque de vaccins, disons, dans les pays du Sud à faible revenu. Justement, les premiers cas qui ont été déclarés en Europe, c'est janvier 2020. Le 11 mars de l'année dernière, 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la situation de pandémie, carrément. Quels ont été les moments clés de la gestion de cette crise? À quel moment est-ce qu'on a commencé à en parler, finalement, au Parlement européen? Et est-ce qu'on n'en a pas parlé un peu tard? Parce qu'on a commencé à voir les choses se passer en Chine, depuis la France ou même la Belgique. Au début des confinements, l'Italie, le nord de l'Italie était confiné. On voyait ça de très loin, alors que finalement, c'était déjà très proche. Oui, je pense qu'en Belgique, encore quelques semaines avant le confinement, on a eu une ministre de la Santé qui a insinué que c'était finalement une petite grippe. Et on n'a pas pris au sérieux en tant que gouvernement, donc pas nous particulièrement, enfin moi particulièrement parce qu'on n'est pas au gouvernement, on est à l'opposition, mais les gouvernements n'ont clairement pas pris la mesure, n'ont pas pris au sérieux ce qui était en train de se passer. On a pensé, c'est ce que Richard Horton... Vous pensez que c'était par manque de moyens? Non, je pense que c'était par manque de considération pour le reste du monde. Donc Richard Horton, qui est rédacteur en chef de Lancet, qui est une autre revue médicale prestigieuse, a dit qu'en fait, on a regardé avec mépris les pays asiatiques où ça se passait. On a dit, ouais, ça se passe en Chine, mais bon, de toute manière, c'est l'Asie. C'est loin d'ici, ça restera là. C'est des cultures différentes. On n'a pas pris au sérieux. Et c'est pour ça que je dis, quand on a une ministre encore quelques semaines avant un confinement généralisé, jamais vu, qui dit, oui, finalement, est-ce que c'est bien pire qu'une grippe? C'est évidemment le symbole ou la preuve qu'on n'a pas pris au sérieux. Comme on n'a pas voulu prendre au sérieux le besoin d'avoir des traitements et des vaccins accessibles à tous, partout dans le monde, le plus rapidement possible. Et on a dit, oui, on va investir sur le vaccin, et on va mettre le paquet,
Mais on ne va pas demander que le vaccin soit accessible à tous tout de suite. Justement, à l'heure où on parle d'une 3e injection de vaccin, déjà aux États-Unis, mais même déjà au sein de l'Union, on parle de 25% de la population mondiale qui est totalement vaccinée, majoritairement les pays riches, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et sur le continent africain, seuls 5% de la population serait totalement vaccinée. Alors la Commission européenne est à l'initiative d'une installation, d'une construction d'usines à vaccins sur le continent africain. Alors Thierry Breton, commissaire européen, a annoncé plus d'un an, 1 an et demi pour construire ces usines. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Mais évidemment, d'abord, il y a des usines qui existent qui pourraient fabriquer le vaccin si on libérait le brevet et si on partageait la technologie. Donc activer la capacité de production existante est un défi et quelque chose qui devrait se faire. Mais pour ça, il faudrait ouvrir les technologies ou partager les technologies et le brevet. Et ça, l'industrie pharmaceutique, l'Union européenne ne veulent pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, on va construire une nouvelle usine qu'on va financer et qui appartiendra, ou dont le contrôle final sera aux mains des multinationales européennes, pour ne pas partager cela. Est-ce qu'on ne va pas importer en Europe des vaccins qu'on va construire en Afrique ? Bien sûr, mais c'est ce qui s'est fait maintenant avec Johnson & Johnson en Afrique du Sud. Donc, vous voyez qu'en Afrique du Sud, il y a un manque de vaccins. Et on voit que nous, l'Union européenne a un deal avec Johnson & Johnson. Pourquoi ? Parce qu'on a l'argent de dire vendez vos vaccins à nous, chez nous. Et donc on importe des vaccins de Johnson & Johnson en Europe, en fait en niant ainsi le droit à l'accès aux vaccins aux Sud-Africains. Et donc ça se fait, c'est hyper cynique, parce que ce qui se passe, c'est pas une question de est-ce que les Européens ont plus ou moins droit que les Africains aux vaccins. La question c'est est-ce qu'on a droit à la santé ou est-ce qu'on préfère les profits des multinationales ? La contradiction, elle est là. Et donc, tant qu'on ne bouge pas sur cette position de dire non, le profit de Big Pharma est sacro-saint, on n'y arrivera pas et il y a des gens qui vont continuer de mourir. Est-ce qu'en entendant Emmanuel Macron, au début de cette crise, dire « nous sommes en guerre », finalement, ce n'est pas un peu contradictoire avec le fait de ne pas libérer les façons de faire les vaccins, de ne pas libérer ça pour les Africains, même pour le monde entier? Mais bien sûr, mais je veux quand même rappeler que même Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a dit en avril 2020, donc il y a plus d'1 an, que le vaccin devrait être un bien commun universel. Après, elle a évidemment fait marche arrière, mais M. Macron aussi. M. Macron a dit les brevets, on n'y touche pas. Puis il a dit, après que Joe Biden, président américain, a dit oui, moi je suis en faveur d'une levée des brevets, M. Macron a tout d'un coup dit « Ah oui, mais moi aussi, bien entendu ». Et puis ensuite, il a encore rechangé de position quand il s'agit de négocier vraiment. Donc, vous voyez bien que les intérêts sont là, mais sous la pression du public, sous la pression populaire, parfois, ils doivent céder un peu, ils doivent bouger un peu. Et donc, moi, je compte beaucoup sur cette pression populaire pour faire changer le rapport de force. Alors, vous parlez de pression populaire. Depuis le 1er juillet dernier, un pass sanitaire européen appelé certificat Covid numérique de l'Union européenne est entré en vigueur dans l'ensemble des pays membres, mais son utilisation fait débat dans les divers pays. Ça a été lancé par le Danemark dès le mois d'avril. Ce mouvement a été élargi, suivi, avant d'être harmonisé au niveau européen. Mais l'utilisation diffère d'un pays à un autre. On en discutait juste avant, c'est plutôt très strict en France ou encore en Italie. C'est un peu plus souple en Belgique ou encore en Roumanie où ça ne s'applique qu'à l'intérieur ou à des rassemblements de plus de 1000, 1500 personnes. Est-ce que vous pensez que, tout d'abord, c'est une solution pour réduire la transmission du virus ? Et est-ce que vous comprenez la population qui dit que ça brave les libertés individuelles ? Mais il y a évidemment, je trouve, d'abord avoir effectivement, vous le dites, dans différents pays européens, ça se passe de manière complètement différente. Donc il y a des pays qui sont extrêmement stricts. Je pense que la France est à peu près le pays où c'est le plus strict, ou même pour s'asseoir en terrasse, on a besoin de montrer le pass. Il y a des pays qui demandent juste le pass à l'entrée du pays, donc le pass européen d'ailleurs, pas autre chose. Donc voilà, déjà là on voit qu'il y a une gestion différenciée, comme on l'a vu tout au long de cette crise. Je veux dire, il n'y a jamais eu au niveau européen vraiment une uniformité, un accord là-dessus. Par rapport à l'obligation du pass, moi je veux quand même dire que l'État est en train de renoncer à certaines responsabilités, c'est-à-dire la responsabilité de convaincre, d'organiser dans certains quartiers ou auprès de la population qui hésite, qui doute, etc., d'organiser des campagnes, de convaincre vraiment. Parce que la base de toute campagne de santé publique doit être l'adhésion.
Mais cette adhésion requiert un travail des autorités, requiert un travail d'un système de soins de santé, les soins de santé primaires, etc. Moi, je ne vais peut-être pas faire confiance à Big Pharma, une grosse multinationale, mais à mon médecin, je vais faire confiance. Ben, insistons là-dessus, rentrons dans le dialogue, convainquons, etc. Et là, l'État et les différents États, malheureusement, en Europe, refusent, rechignent à le faire, et alors ils choisissent l'option plus facile, dire voilà, soit l'obligation vaccinale, soit... Mais Qui sont des obligations vaccinales cachées, on ne peut pas se le mentir. en partie, on pourrait dire ça, mais je veux dire, le débat reste le même. Que ça soit sur ce Green Pass, techniquement, on pourrait, parce qu'en France, c'est comme ça, dans d'autres pays, c'est différent, donc la question se pose vraiment différemment. Mais la question, c'est est-ce que votre système de santé, est-ce que vous voulez investir dans votre système de santé, créer l'adhésion, créer le tracing, comme on dit aussi, hein, donc le suivi des gens, est-ce que vous voulez réagir, est-ce que vous voulez être sur la balle, etc. Ou est-ce que vous dites non, je fais la solution facile? Et moi, je comprends, l'OMS certainement a dit, donc l'Organisation mondiale de la santé, qu'il y a des risques, effectivement, par rapport aux libertés d'attacher un certain, certains droits, un certain statut de santé. Et donc, il faut certainement être attentif à cela. Mais moi, je veux insister sur le rôle que devrait jouer l'État. Et s'il y a bien une chose qu'on doit apprendre de cette crise, c'est que nous avons besoin d'un système de santé fort, c'est-à-dire de première ligne, mais en général aussi unifié, fort. Et alors, on devrait investir là-dedans, dans nos services publics, pour dire, voilà, plus jamais ce genre de pandémie. Hein, mais ça, je ne vois pas, ni l'État français, ni en Belgique, cette poussée dans ce sens-là. Même au niveau européen. Et certainement pas au niveau européen. Moi, je m'attends à ce que la Commission européenne ne demande plus jamais à un pays de couper dans ses soins de santé. Oui. Ce qu'elle a fait pendant 10 ans, 63 fois. Eh ben, je m'attends aujourd'hui à ce que la Commission européenne n'ose plus jamais le faire. Mais est-ce que finalement le Parlement et l'Union européenne n'est pas une trop grosse machine pour avancer face à une crise qui avance très rapidement, à un virus qui mute très rapidement ? Mais ça dépend ce que vous voulez. Je veux dire, ce n'est pas le Parlement européen qui va gérer la crise Mais par exemple, tous les jours au quotidien. C'est au niveau européen qu'on a géré justement ces négociations avec les Big Pharma. Comme absolument, et je pense que, vous savez, si le but des négociations avait été on veut acheter ce vaccin au meilleur prix, aux meilleures conditions, dans toute la transparence, etc., ça aurait été une bonne chose, parce qu'on aurait été 27 pays face aux Big Pharma pour s'imposer. Mais le but n'a pas été ça. Le but a été de dire, on va vous garantir vos profits, et en échange, on veut une petite priorité par rapport à un vaccin. Ça, ce n'est pas du tout ce à quoi devait servir cette coopération européenne. Est-ce que c'est l'échelle ? Moi, je constate que tous les pays ont suivi ces négociations. Tous les pays, la France était présente, la Belgique était présente, l'Italie, l'Allemagne, etc. Donc aucun pays peut dire que c'est uniquement la faute à la Commission européenne. Moi, je critique fortement la gestion de la Commission européenne, qui est celle du profit d'abord plutôt que celle de la santé d'abord. Mais les États, les gouvernements l'ont suivi, ont contrôlé. Et donc c'est la même logique qui domine au niveau national en France ou en Belgique ou ailleurs, et à la Commission européenne. Très bien. Merci beaucoup, Marc Botenga, d'avoir été mon invité dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe de la gauche au Parlement européen et membre de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois aujourd'hui Stéphane Bijoux, eurodéputé, membre du groupe Renew Europe et président de la délégation à la commission parlementaire Cariforum UE. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur du rapport intitulé « Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultra-périphériques de l'Union ». Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que vous êtes né à Saint-Denis, à La Réunion, et je voudrais savoir comment on a le sentiment d'être européen quand on est si éloigné du vieux continent. Alors, pour être éloigné, ça c'est sûr qu'on est éloigné. 9000 km de Bruxelles, de Strasbourg. Sur cette île de La Réunion, je vais vous dire, moi j'ai grandi sur un territoire extraordinaire où le dimanche matin, je pouvais me lever en entendant les pétards du jour de l'an chinois, le son de l'église catholique à la messe à 10h, des tambours tamouls l'après-midi et le soir, l'appel à la mosquée, tout ça dans la même journée. Et je vais vous dire, cette diversité, cette capacité de vivre ensemble, finalement, fait qu'il y a un lien naturel entre ce que nous sommes profondément et l'ADN de l'Europe et ce slogan, cette devise européenne, unis dans la diversité. Alors, je peux vous dire que quand on est sur une île, au milieu de l'océan Indien, entre Madagascar et l'île Maurice, et que vous êtes ce que vous êtes, fort de cet héritage du métissage, et que vous avez la possibilité à la fois d'être créole, réunionnais, français et européen,
Je réponds à votre question en disant que ce qui prédomine, c'est de façon légitime un sentiment de grande fierté. Très bien. Alors, on va s'intéresser à ces régions ultra-périphériques. Il faut savoir qu'elles sont rattachées à 3 États membres. L'Espagne pour les Canaries, le Portugal pour les Açores et Madère, et bien sûr la France pour la Réunion, vous le disiez, mais aussi Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. Ça représente plus de 4,8 millions d'habitants. De quelle manière l'Union européenne et l'Europe apportent son aide à ces territoires ultramarins au quotidien? De quelle manière est-elle présente et est-ce que sur place, on voit une présence de l'Europe au quotidien? Alors on partage d'abord cette citoyenneté européenne et on partage cette volonté de construire ensemble chacun de nos territoires. Et on est dans le cadre d'un partenariat où finalement, il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Ça permet, les territoires d'outre-mer permettent à l'Europe, ces 5 millions de personnes dont vous parliez exactement, réparties sur 3 océans, permettent effectivement à l'Europe de rayonner à l'international. Et en même temps, l'Europe mise sur nos territoires en investissant 13 milliards d'euros pour les fonds de cohésion, pour nos pêcheurs, pour nos agriculteurs, pour construire des lycées, pour financer des programmes de formation pour notre jeunesse. Ce sont des choses extrêmement fondamentales. Et bien évidemment, ce qui est important, c'est cet investissement qui est fait sur l'environnement, sur l'écologie, puisque la nature même de nos territoires, qui sont majoritairement des îles, sauf la Guyane, mais qui est sur le continent amazonien, avec cette forêt amazonienne, eh bien, les investissements de l'Europe pour l'écologie, à un moment où on investit dans le Green Deal, sont des choses fondamentales. Alors, en préambule de votre rapport, je le disais tout à l'heure, vous soulignez plusieurs points, que ce soit en termes de biodiversité, de dimension marine, de maritime, de risque de pollution, le taux d'abandon scolaire. Vous parliez de construire des lycées. Est-ce que ces régions qui font une richesse pour l'Europe sont aussi à surveiller pour pas qu'il y ait un sentiment finalement d'appartenance uniquement à son territoire ultramarin? Alors il y a d'abord une réalité qui est celle de l'espace qui est le nôtre. Et les régions ultrapériphériques de l'Europe apportent une surface maritime qui permet à l'Europe d'être la 2e puissance maritime mondiale. 25 millions de kilomètres carrés. Imaginez, c'est plus grand comme 2 fois la superficie de la Russie. C'est énorme et ça pose les choses d'abord en termes de responsabilité. Une responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de la biodiversité. Les Outre-mer abritent 80% de la biodiversité européenne. Et quand on sait que l'IUCN les experts tirent la sonnette d'alarme en disant attention, on est en train de perdre déjà 1/3 de nos plantes, de nos animaux, de nos végétaux, il y a une urgence à agir et agir vite sur chacun de ces territoires. Pour ce qui est de la cohésion et de ce pari sur la jeunesse, ce qui nous caractérise outre-mer, c'est le potentiel de nos jeunes. À Mayotte, par exemple, 1 personne sur 2 a moins de 18 ans. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le vieux continent. Mais exactement. Et quand vous avez cette réalité-là, vous avez d'abord une responsabilité, qui est celle de trouver des solutions pour ouvrir l'horizon de nos jeunes. Moi, chez moi, à l'île de la Réunion, quand je croise des jeunes, puisque je suis systématiquement sur le terrain, à la rencontre et à l'écoute de nos jeunes, ils me disent « Mais monsieur le député, en créole, l'horizon est cassé. Notre horizon est cassé. » Et quand vous êtes face à des jeunes qui n'ont pas de perspective, eh bien, votre responsabilité, c'est de construire des solutions. Et l'Europe est un partenaire efficace aux côtés de la volonté du gouvernement français de construire des solutions pour les Outre-mer. Alors vous parliez de changement climatique. Est-ce que vous pensez que le tourisme durable, parce que le tourisme c'est finalement un des grands pans de l'économie de ces territoires, est-ce que le tourisme durable doit être une priorité pour ces régions? Alors, c'est plus qu'une priorité. Je vais vous dire, il y a une légitimité à miser sur les Outre-mer pour construire, un tourisme durable. Moi, je réclame, ici au Parlement européen, la création d'un label tourisme durable. Et hier soir, j'ai dit au commissaire Thierry Breton, mais misez sur nous, misez sur les Outre-mer. Pourquoi ? Parce que, comme nous sommes en première ligne du dérèglement climatique, nous construisons des solutions pour effectivement avoir un autre mode de fonctionnement, un nouveau modèle de développement basé sur cette réconciliation nécessaire entre l'économie
et l'écologie. Et le tourisme est un périmètre sur lequel on peut construire des solutions durables. En Polynésie française, par exemple, on est capable aujourd'hui de climatiser des hôtels en allant puiser l'eau froide au fond des océans, sans produire du gaz néfaste pour l'environnement. On est capable aujourd'hui, dans nos territoires, de construire des offres où on peut trouver cette réconciliation, cette capacité à vivre en harmonie avec la nature, parce que nous sommes ce que nous sommes et parce que nous nous donnons les moyens, avec l'Europe, avec le gouvernement, de créer des solutions concrètes. Alors, il y a l'inquiétude de ces régions, c'est aussi qu'elles font souvent face à des flux migratoires importants. Beaucoup s'en vont justement vers la France métropolitaine. Une situation qui inquiète parfois les autorités locales. Comment est-ce qu'on peut les soutenir et quelles solutions on peut préconiser pour gérer aussi parfois l'arrivée de migrants ? Il faut d'abord accorder beaucoup d'importance à ce que ressentent nos concitoyens sur cette question des migrations. Je veux d'abord dire que ce que nous sommes fondamentalement dans les Outre-mer, nous sommes les héritiers des migrations dans chacune de nos régions. Nous sommes métissés. Le sang qui coule dans nos veines fait que nous sommes les héritiers d'une tradition de métissage, de rencontres, de migration. C'est quelque chose de fondamental qui fait que sur nos territoires, nous devons avoir une approche humaine de ces questions de migration. Il y a une réalité, effectivement, qu'il faut regarder en face. Trouver la solution demande du courage. Et le premier courage, c'est de faire le bon diagnostic et de regarder les choses en face. Aujourd'hui, à Mayotte, par exemple, à la maternité de Mamoudzou, 7 enfants sur 10 qui naissent d'une mère en situation irrégulière, qui est arrivée de l'État voisin des Comores. Il faut qu'on trouve des solutions pour régler ces situations. Le gouvernement, avec l'aide de l'Europe, mise sur des moyens supplémentaires de surveillance de nos zones pour effectivement trouver les solutions, les bonnes solutions. Parce que je vais vous dire, face à cette situation, l'extrême droite propose juste d'agiter les peurs, mais à aucun moment ne propose de solution. On ne va quand même pas construire des murs sur nos récifs pour régler et réguler les migrations. La solution, elle ne passe pas par là, elle passe aussi, et je le revendique, par une capacité de dialogue avec les pays d'où viennent ces migrants qui viennent sur nos territoires. D'ailleurs, la réalité, c'est qu'ils viennent de pays différents. Quand on est à Mayotte, la migration, elle vient essentiellement des Comores. Quand on est en Guyane, le flux arrive de Haïti. Il faut qu'on soit en capacité, avec l'Union européenne, de parler, de négocier, de construire des solutions avec les pays d'origine de ces migrants, et il faut que sur notre sol, on soit en capacité d'accueillir ceux qui ont besoin d'aide, parce que c'est aussi ça, la réalité. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui ont besoin d'aide. Et c'est l'honneur de la France, l'honneur de l'Europe, de trouver les bonnes solutions. Alors avant de se quitter, un moment sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, une plateforme qui permet de s'exprimer, futureu.europa.eu. Pour vous, à quoi ressemblerait l'Europe idéale ? On sait que l'Europe est pleine de défauts, de qualités aussi. Qu'est-ce que vous voudriez peut-être changer ? Alors, je ne sais pas s'il existe quelque chose de parfait dans ce monde, mais pour autant, il faut avoir un idéal, il faut avoir des idéaux. Alors, l'Europe idéale, pour moi, ça serait l'Europe qui... C'est d'abord l'Europe qu'on essaye de construire, pour laquelle on se mobilise avec mon groupe politique, sous l'impulsion du président de la République française, pour que cette Europe, elle permette à chaque citoyenne, à chaque citoyen, à chaque Européen, peu importe le territoire d'Europe où il vit, y compris dans les Outre-mer les plus éloignés, permettre à chacune et à chacun d'être debout, et non pas assis, pire, à genoux, face à des situations internationales qui se tendent, face à des défis mondiaux qui sont extrêmement puissants, que ce soit le défi climatique, que ce soit le défi social, économique, culturel, l'émigration, bien évidemment. La santé, on l'a vu. Mais bien sûr, la santé, et d'être debout face à ces défis. Et je crois en la capacité collective qui est la nôtre, parce que je crois en l'intelligence collective. Nous avons la possibilité de construire les solutions pour affronter ensemble
ces grands défis. La conférence pour l'avenir de l'Europe est un moment extrêmement important. Et d'ailleurs, ce chemin d'écoute des citoyennes et des citoyens passe par les Outre-mer, parce que quand on a lancé les conférences régionales pour l'avenir de l'Europe, en même temps qu'on réfléchissait à Lille ou à Bordeaux, à l'île de la Réunion, chez moi, le ministre de l'Europe, Clément Beaune, est venu pour donner le coup d'envoi de cette impulsion pour que nous construisions ensemble cette Europe forte, solidaire, dont nous avons besoin. Merci beaucoup Stéphane Bijoux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre du groupe Renew Europe, président de la délégation et la commission parlementaire CariForum UE. Et je rappelle l'adresse de la plateforme futureu.europa.eu si vous souhaitez donner votre avis sur l'avenir de l'Europe. Zone Europe. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.